sur le Parc des Princes. Angel Di Maria. Oh, s'il voit à gauche, non, il voit tout ça. Oui. Le 3-0. Angel Di Maria, le doublé. En 1889, Paris voit l'arrivée de l'Exposition universelle, qui aura pour thème la célébration du centenaire de la Révolution française. C'est à cette occasion que la Dame de Fer voit le jour. Sur les chantiers de la ville de Paris se croisent ouvriers français et britanniques, concluant les accords entre le gouvernement de Napoléon III en 1862 et la Chambre des Lords en 1867. C'est ici que nous faisons la rencontre de Jack Wood. Était-il de la délégation du Royaume-Uni ou simple ouvrier sur les chantiers? L'histoire ne nous le dit pas. Cet homme fonde en 1891 l'une des premières équipes de football de la capitale française, le White Rover FC. Celle-ci restera longtemps considérée comme la meilleure équipe de la ville lumière malgré la disparition du club à la fin de l'année 1899. Le grand rival du White Rover FC est le Standard Athletic Club, ou SAC, qui par 4 fois remportera le championnat de France amateur en 1894, 95, 97 et 98. Le SAC dispute sa dernière Coupe de France en 1938 et disparaît des registres de la fédération pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera de nouveau affilié à la FFF en 1949. Basé à Meudon, il est devenu un club britannique privé et omnisport, et reste à ce jour comme le club parisien le plus ancien encore en activité, et ce, depuis 1892. Le club français est l'un des rares clubs fondés par des Français d'où son nom, et reste la seule équipe à avoir pris un titre de champion en 1896 contre l'épouvantail du Standard Athletic. À cause de lourds problèmes financiers, causés en grande partie par la concurrence féroce entre les équipes parisiennes, le club français est contraint d'abandonner le championnat de division interrégionale 1934-1935. Ils ne s'en relèveront pas. Il ne faut pas confondre le club français et le Stade français, plus connu pour son équipe de rugby que son équipe de foot. Le Stade français est perdu dans les championnats de district des Hauts-de-Seine en Division 3, soit 12 niveaux en dessous de notre Ligue 1 actuelle. Relégué en division régionale en 1969, le Stade français avait pourtant goûté aux compétitions européennes 5 ans auparavant, avec la Coupe des Villes de Foire, qui n'est autre que l'ancêtre de l'Europa League, sortant avec les honneurs contre des équipes que l'on connaît bien encore aujourd'hui. Après avoir éliminé le Betis Séville au premier tour, il s'incline le 2 décembre 1964, 1-0 contre la Juventus, alors futur finaliste de l'édition, sur l'ensemble des 2 matchs. La saison suivante, le 6 octobre 1965, au match retour contre le FC Porto, il s'incline de nouveau 1-0. Pour bien comprendre l'histoire du foot à Paris, parlons de l'Union sociétaire française des sports athlétiques. Pour la faire courte, l'USFSA est une association omnisport et se voit mettre la pression par 2 clubs en 1899, le White Rover FC et le Standard Athletic, menaçant de créer une ligue indépendante. Les anti-foot de l'USFSA, craignant de perdre le monopole d'un sport alors en pleine expansion, n'ont pas le choix que de reconnaître la discipline. Les 2 présidents de ces clubs siègent parmi Pierre de Coubertin et créent le premier championnat de foot ouvert aux clubs provinciaux. De 1900 à 1916, seulement 3 équipes parisiennes remportent les championnats de France amateurs, compétition de référence en ce temps, jusqu'à l'arrivée de la Coupe de France en 1917. La Coupe Charles-Simon rendant hommage à son créateur du même nom, mort pour la France en 1915 dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Cette compétition voit les diverses ligues concurrentes à l'USFSA mettre leurs différends de côté afin de participer à celle qui deviendra la compétition phare du foot français, et ce, pendant 10 ans, à la suite de l'accord signé entre le CFI et la société Hachette, sponsor de la Coupe de France, interdisant toute autre compétition nationale à partir de 1917. La section foot de l'USFSA prend une décision importante, celle d'intégrer la Fédération Française de Football Association, FFA, créée en 1919, qui n'est autre que l'ancêtre de la FFF. En 1932, le championnat devient officiellement professionnel, et ce jusqu'à aujourd'hui. La Coupe de France est désormais la seconde compétition du foot français et reste majoritairement appréciée par le grand public.
L'avant-guerre et la pleine guerre voient deux équipes parisiennes se démarquer. En 1936, vainqueur de la Coupe et du championnat, le Racing reste la première équipe de l'histoire du foot professionnel à réaliser ces performances. Par la suite, le Racing emporte en 1939, 40, 45 et 49 la Coupe de France. Pendant les années folles, une autre équipe parisienne fait parler d'elle. Avec 5 Coupes de France remportées, le Red Star a marqué l'histoire dans les années 20. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le championnat est arrêté après la déclaration de guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Alors que la guerre fait rage, le ministre des Sports, Joseph Pasco, décide de punir la FFF pour avoir osé garder le statut professionnel des clubs de la Ligue. Le 15 juin 1943, le régime de Vichy annonce que tous les clubs possèdent désormais un statut amateur, tandis que les joueurs professionnels deviennent des fonctionnaires de l'État et joueront pour l'une des 16 équipes fédérales représentant chaque région. Pour se donner bonne conscience, Joseph Pasco déclare « Il est préférable de permettre la continuité du football afin d'éviter aux joueurs d'être déportés en Allemagne pour le service du travail obligatoire. » Les clubs de l'Est de la France sont dans l'impossibilité de poursuivre la compétition. Les réseaux ferroviaires parfois détruits, en plus des combats qui continuent. Le fonctionnement de ce championnat obligatoire est complètement instable. Il s'arrête avant son terme par l'arrivée des forces alliées et voit l'équipe en tête être sacré champion officieusement. Il faudra attendre 1945-46 pour retrouver un semblant de championnat décent. Les équipes parisiennes ont remporté pendant la Seconde Guerre mondiale 3 éditions sur 5 de la Coupe de France, qui reste la seule compétition en activité durant toute la guerre. Sous un format différent, chaque zone organise un tournoi. Les vainqueurs de la zone occupée et interdite s'affrontent. Le gagnant affronte donc le premier de la 3e zone qui elle est libre. Mais alors depuis l'après-guerre, quelle équipe parisienne lance son histoire dans le foot et permet d'être le porte-drapeau de son pays ? Hormis le Stade Français qui ne fut qu'un feu de paille en Coupe des Villes de Foire, aucun club parisien ne brille. Pire, le Racing tombe dans l'amateurisme en 1966, à la suite d'une fusion avec Sedan, qui tenut jusqu'en 1970. Revenu en 1982 dans l'élite, sous l'impulsion du milliardaire Jean-Luc Lagardère, à la suite d'une fusion entre le Racing et le Paris FC. Jean-Luc Lagardère, propriétaire de Matra, société innovant dans toutes les dernières technologies, armement, aérospatial, etc. Le désormais Racing Paris 1 voit des investissements astronomiques pour concurrencer le jeune Paris Saint-Germain. Mais lassé de ses échecs, du manque du soutien du public et des critiques des journalistes, Lagardère annonce dès le mois d'avril 1989 qu'il se désengage, soit un échec à 300 millions d'euros investis en pure perte. Privé de son président qui était aussi son investisseur, le club devient Paris Football 83. Le Racing, qui est donc Paris Football 83, participera pour son ultime saison dans l'élite française à une finale de Coupe de France avec un certain David Ginola. Le club est depuis cette triste année enterré dans les divisions amateurs, mais continue de former des futurs grands noms du foot comme Louis Saha, William Gallas ou le champion du monde 2018 Steven Nzonzi. Et peut-être un ballon de 3-2 avec Goudirbala, avec Haït qui a le ballon de 3-2 et le Racing qui marque 3 buts à 2. But de Haït à 1 minute 30 de la fin. À cet instant, vous avez compris qu'il ne reste plus que le Red Star. Entre changement de nom incessant, précarité des différentes constitutions et corruption, le Red Star multiplie les montées et les descentes. Les Verts parviennent en 1965 à obtenir leur retour au plus haut niveau, mais descendent en Ligue 2 l'année d'après. Le club n'apprend pas de ses erreurs passées. En 1967, la fusion de la honte avec le Toulouse Football Club du président Domingue est actée. Accompagné d'un nouveau changement de nom, le Red Star offre des fonds et met à disposition son stade ainsi que 15 appartements. En échange, le TFC met à disposition du Red Star son staff et ses joueurs. Les joueurs toulousains doivent s'installer à Saint-Ouen. Toulouse, en difficulté en championnat au moment de la fusion, ou plutôt d'un vol d'un club, puisque c'est de cela qu'il s'agit, diront les supporters d'un TFC jusque-là relégable. Lors de la dernière rencontre de l'année, le calcul est simple. Toulouse doit remporter son dernier match de barrage contre Bastia pour permettre au Red Star, alors 16e de Ligue 2, de prendre sa place la saison suivante en Ligue 1. Si Toulouse l'emporte, alors ce sera la disparition pure et simple de la ville rose dans le foot.
La fiction devient réalité le 28 juin 1967. Une victoire 1-0 voit le TFC se maintenir au plus haut niveau. Toulouse disparaît à l'aube de la saison suivante, au profit du désormais Red Star Olympique Odonien. La FFF, choquée par cette affaire, réagira à partir de 1984 avec la loi Avis, empêchant la fusion entre deux clubs n'étant pas de la même région, à moins de déposer le bilan et de retourner en amateur. La saison 1972-1973 voit le Red Star finir bon dernier. Relégué, les dirigeants de la discorde jettent l'éponge après plus de 3 ans de fluctuations, à la fois sportives mais aussi internes. Les moyens d'entretien du club sont trop importants pour une équipe de Ligue 2 et voit le désengagement financier de la mairie en 1977. Le foot parisien est à l'agonie. Les suiveurs, eux aussi, sont lassés. L'inévitable se produit la saison suivante, le 23 mai 1978. La mairie annonce le dépôt de bilan. Le Red Star plonge dans les abîmes des divisions amateurs jusqu'en 2003. Les changements de nom trop fréquents, de direction, parfois même de stade et donc de zone géographique, empêchent les supporters de se déplacer au stade et par conséquent d'être fidélisés. Rendez-vous compte, à lui tout seul, le Red Star a changé 15 fois de nom dans son histoire. Le foot à Paris ne rencontre aucun succès populaire auprès des habitants de la ville lumière. Malgré les forts investissements dans les équipes dont on a parlé auparavant, la gestion de ces clubs reste impulsive et désordonnée. La gestion catastrophique des clubs franciliens fait prendre conscience aux dirigeants de la FFF de l'importance d'un club structuré auquel s'identifier au sein de la capitale. De ce fait, en 1969, la FFF sonde les Français à la question « Est-ce que Paris doit avoir un grand club dans le paysage du foot français ?» Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui, oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne et tout ça. Pour les rencontres à Paris, ce serait bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. Oui, mais enfin, le football français est en si piteux état que je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut remanier un petit peu tout ça. Écoutez, moi je n'ai plus l'âge de jouer au football, mais ça m'intéresse quand même. Je souhaite évidemment qu'il y ait une grande équipe. 3 noms étaient pressentis, Inter Paris, Racing Paris, Paris FC. C'est finalement ce dernier qui est choisi, le Paris FC, avec à sa tête Guy Crescent. Le 1er février 1970, l'opération Paris FC sur Europe 1 est lancée. Pierre Bellemare demande aux Parisiens de sortir dans les rues afin de devenir actionnaire du club à hauteur de 25 francs. Voici alors ce que l'on pouvait entendre à la radio. Le football à Paris va mourir, aidez-nous à le ressusciter. Les dirigeants parisiens s'inspirent du Real Madrid et de leurs sociaux. Santiago Bernabéu lui-même donnera des conseils à Guy Crescent. Ne comptez que sur vous et sur l'amour des Parisiens. Commencez au plus bas, comme nous l'avons fait, et un jour peut-être, nous retrouverons-nous face à face au plus haut niveau. Quelques stars de l'époque, Eddie Mitchell, Enrico Macias, Mireille Mathieu, demandent au peuple parisien de se rendre dans les 150 points de vente mis en place depuis l'annonce d'Europe numéro 1. Le jour de l'annonce, tout aurait pu basculer. Il se trouve que cette journée, Paris était sous des trompes d'eau. Il a plu toute la journée. C'est important pour la suite. À 10h05, le technicien vient voir Pierre Bellemare dans la période de off et lui dit « c'est une catastrophe. La personne qui donne le bulletin météo toutes les heures a dit à 10h-5 à nos auditeurs « restez bien au chaud chez vous, il tombe des cordes dehors, restez bien au chaud chez vous ». Donc, des instructions formelles ont été données à la personne en question qui tout d'un coup déclara à 11h-5 que la météo allait considérablement s'améliorer, ce qui n'était pas vrai, de manière à envoyer les futurs adhérents dehors. Voilà comment s'est passée cette matinée historique. À quoi tient le destin d'un club? Plusieurs possibilités sont étudiées. Le PFC et Sedan acceptent la fusion, puis Sedan se rétracte au dernier moment. Souvenez-vous, nous sommes en 1970, la loi Avis n'apparaît qu'en 1984. La fusion est donc possible à ce moment-là. La FFF pense passer de 18 à 20 clubs et ainsi promouvoir le Paris FC. C'est finalement le Conseil fédéral qui vote en sa défaveur. Je pense pour ma part que les Parisiens sont restés très traumatisés, sensibilisés sur les 2 échecs cuisants que l'on a connus avec le Racing Club de Paris et le Stade français. C'est à nous qu'il appartient de les convaincre. Le monde professionnel se refuse au PFC du président Guy Crescent, mais Paris va trouver et fonder son histoire du côté de la ville de naissance du roi Soleil, plus précisément à Saint-Germain-en-Laye. Un personnage nous intéresse particulièrement. Henri Patrel, vice-président de la FFF, proche du président Jacques Georges, à l'initiative du projet pour un grand club de foot à Paris. À ce moment-là, le Stade Saint-Germain accède à la 2e division, l'ancienne Ligue 2. Le Paris FC et le Stade Saint-Germain tombent d'accord pour une fusion. 5 mois après l'opération Paris FC, le Paris Saint-Germain FC est né, le 26 juin 1970. Guy Crescent ne lésine pas sur les moyens
en cherchant déjà à faire parler du club et de ses ambitions en recrutant Jean Djorkaeff, capitaine de l'équipe de France. Un nouveau projet voit la folie des grandeurs d'un président essayant par tous les moyens de faire venir Pelé. Le club de Santos et le roi Pelé seraient d'accord pour jouer 1 an. Nous pensons pour notre part qu'1 an, c'est insuffisant. Mais ceci laisse, je peux dire, une large voie très ouverte pour la conclusion de pourparlers et le très très grand espoir, maintenant beaucoup plus affermi, de voir Pelé en France au mois de mai de l'année prochaine. Mais Pelé échappera à Paris, car Santos, en quête de liquidité, acceptera un deal plus juteux du Cosmos de New York. Pléthore de stars débarquent, dont un champion du monde brésilien, le défenseur Joel. Mais gravement blessé, le Brésilien n'aura jamais la réussite attendue. La saison 1970-1971 voit les Parisiens être promus en Ligue 1. Pour l'année 1972, vous recevrez une subvention qui se situera entre 50 et 100 millions de francs anciens. Je dois vous dire que le vote de cette subvention par la commission du budget a donné lieu à une discussion au cours de laquelle certains conseillers de Paris, membres de la dite commission, ont demandé que le sigle Paris Saint-Germain disparaisse pour devenir Paris Football Club ou Paris tout seul. Cette demande a été faite de façon très précise et dans l'esprit de leurs auteurs, elle conditionnera sans doute le versement de la dite subvention. Le message de la mairie de Paris est clair. Le Paris Saint-Germain doit changer de nom. Guy Crescent accepte, mais Henri Patrel, lui, est catégorique. Il refuse, soutenu par le maire de Saint-Germain-en-Laye. La ville de Paris refuse à Saint-Germain de voir son nom figurer, même par ses seules initiales, dans le sigle de l'équipe Fagnon. C'est un problème moral, je laisse de côté l'aspect financier. Il a fallu Saint-Germain pour que Paris ait une équipe en première division. Nous refusons quant à nous de nous laisser balayer. Si on nous balaye, au revoir. On ne parle pas de Milan San Siro, mais on parle de Milan. Et c'est pourquoi nous pensons que le titre de Paris Football Club est tout de même une étiquette beaucoup plus importante que Paris Saint-Germain. Et d'autre part, je dois vous rappeler que la ville de Paris a pris cette disposition pour éviter que des clubs de banlieue se mariant avec des clubs de Paris puissent obtenir eux aussi des subventions de la ville de Paris. La séparation des frères ennemis prend acte en mai 1972, après un double comptage des votes. Le Paris FC reste en Ligue 1 et a maintenant le champ libre pour devenir le plus grand club de la capitale. Le Paris Saint-Germain de Henri Patrel, lui, est promu au championnat de 3e division, actuel national. Juste en dessous des professionnels de notre Ligue 2 actuelle, vous l'avez compris, le Paris Saint-Germain perd son statut de professionnel. Pour comprendre, on a le PFC devenu le Paris Saint-Germain FC, redevenu le Paris Football Club, on change pour revenir à notre personnage principal, le Paris Saint-Germain, qui n'a pas repris son ancien nom, le Stade Saint-Germainois, mais qui lui garde son numéro de licence datant de 1904, Henri Patrel, souhaitant garder le nom PSG. Un coup de théâtre inattendu bouleverse le cours de notre histoire. L'US Quevilly termine premier du groupe Ouest devant le PSG lors de l'exercice 1972-1973. Mais renonce à sa montée en Ligue 2, ne pouvant pas payer les travaux permettant de mettre aux normes son stade. Henri Patrel profite de l'aubaine, ayant terminé deuxième de leur poule derrière ce même club, 42 points pour le PSG contre 48 pour Quevilly. La Ligue accorde aux Parisiens d'évoluer en Ligue 2 la saison suivante. Premier grand actionnaire du PSG, Daniel Echter voulait intégrer le PFC ou le Red Star. Ils l'ont gentiment envoyé promener. Daniel Echter se tourne finalement vers le PSG, où il devient le directeur sportif. La patte Echter marche très bien. Si bien que quelques mois plus tard, Echter et Patrel signent le passage de flambeau. Henri Patrel fait signer un accord stipulant que ni Daniel Echter, ni n'importe quel autre président, quel qu'il soit, ne devra changer ni les couleurs, ni le nom du club. Monsieur Echter accepte et devient le seul président du Paris Saint-Germain. L'histoire du PSG connaît alors un coup d'accélérateur, tant esthétiquement avec des maillots magnifiques que sportivement avec Juste Fontaine au poste de directeur technique puis entraîneur. François Mpelé et Moustapha Daleb sont les premiers grands noms à signer pour le Paris Saint-Germain. Le 4 juin 1974, le PSG, alors en Ligue 2, affronte Valenciennes en match de barrage retour. Une victoire 4-2 envoie les Parisiens en D1, quand dans le même temps, le PFC de Guy Crescent lui fait le chemin inverse. De 1983 à 2015, le Paris FC ne retrouvera jamais le professionnalisme et naviguera entre CFA et National. Mais comme les histoires d'amour finissent mal, la présidence de Daniel Echter prend fin en 1978. Je parie que dans cette affaire, nous sommes très loin du football. Trop de problèmes politiques sont venus salir notre sport. L'affaire des caisses noires est alors révélée. Une partie de la vente des billets est réservée aux joueurs,
afin de leur offrir un complément de revenus, plutôt que de les faire rentrer dans les caisses du club. Daniel Echter sera alors radié du football à vie pour détournement d'argent. Il fut dénoncé par le responsable de la billetterie lui-même. Ce dernier renvoyé discrètement quelques jours plus tôt par Echter, un certain Alain Rosen. Le procès que l'on m'a fait à l'époque était une mascarade. C'est une véritable trahison qu'il a mis en place avec pour ambition de prendre ma place. En 1977, je me serais présenté aux élections et j'aurais été élu. Je bénéficiais d'une énorme popularité. J'étais celui qui avait ramené le football à Paris. Le Parc des Princes, il n'y a que les brebis qui venaient y paître en dehors des matchs de rugby. J'étais une icône pour plein de supporters. Lors de mon dernier match au parc, 50 000 personnes ont scandé mon nom pendant 1h30. 3000 fans m'ont accompagné jusqu'à la porte de chez moi. Maurice Safran, alors jeune journaliste au service des sports du Matin de Paris, révèle le sombre passé d'Alain Rosen. Rosen était un nom d'emprunt. Il n'était pas juif comme il le faisait croire. Cet Autrichien soutenu par un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie, répondant au nom de TODT, avait été chargé peu de temps avant la libération d'infiltrer la résistance. Alain Rosen était un ancien nazi. Emprisonné après la guerre, puis libéré, il aurait fait l'objet à partir de 1947 de plus de 150 délits pour abus de confiance et escroquerie en tout genre. Il échappera à la justice car couvert par le service d'action civique, ou SAC, une police parallèle aux méthodes très violentes. Daniel Echter fut malheureusement partie de ses victimes. Monsieur Echter avoua sa naïveté des années plus tard concernant Alain Rosen, se rappelant à lui comme d'un homme charmant avec un sourire quotidien. Lors de l'audience devant le juge, Alain Rosen dit à Daniel Echter « Monsieur, croyez-moi, je suis sincère, j'avais beaucoup d'admiration pour vous, mais j'avais une mission et je l'ai remplie. » À ce jour, nous n'avons aucune information sur Rosen. Daniel Echter, lui, reste la vraie victime d'une justice à deux vitesses, qui l'a évincé car il était l'homme à abattre politiquement. Le PSG remporte ses premiers trophées majeurs sous l'ère Borelli, l'ancien membre du gang des chemises roses dont fait partie Jackie Bloch, Belmondo ou encore Daniel Echter. Avec 2 Coupes de France remportées en 1982 contre Saint-Étienne et en 1983 contre le FC Nantes, et engage son histoire en C2, anciennement la Coupe des vainqueurs de coupe, actuelle Europa League. En 1986, Paris inscrit son nom pour la première fois de sa jeune histoire dans le paysage du foot français. 16 ans seulement après la fondation du club, les hommes de Gérard Houllier remportent le championnat de France. Des noms comme Joël Batz, Carlos Bianchi, Luis Fernandez ou encore Safet Suzic entrent dans l'histoire du Paris Saint-Germain en remportant enfin, depuis le Racing en 1936, un championnat de France. Pendant 5 ans, le PSG résistera aux assauts du Matra Racing de Lagardère, tentant en vain de ravir au PSG sa place de numéro 1 des clubs parisiens dans la capitale. Après 13 ans de présidence, Borelli, à la suite de la concurrence féroce entre Marseille, Monaco ou Bordeaux, a un besoin urgent de moyens financiers pour couvrir les dettes et investir. Francis Borelli est contraint de vendre le club. Cet amoureux inconditionnel du PSG dira « Qu'importe, on pourra même me traiter de fou. Il n'y a que ces couleurs parisiennes qui illuminent mon cœur. » En 1991, Michel Denisot est installé à la présidence du Paris Saint-Germain par le rachat de Canal+, alors diffuseur historique du football français. Afin d'opposer à l'ogre marseillais un vrai rival pour le titre, Canal+ et Paris mettent fin à cette suprématie en 1994. C'est aussi la chaîne cryptée qui mit en place cette rivalité. PSG-OM, dimanche 4 octobre, en direct seulement sur Canal+. Aujourd'hui devenu l'un des matchs les plus attendus de l'année. Un coup marketing bien réussi quand on voit la rivalité entre les deux clubs, à la fois sur le terrain, mais aussi en tribune. Le palmarès du PSG aurait pu être complété par le titre de champion de France en 1993, à la suite du déclassement de l'Olympique de Marseille dans l'affaire des matchs truqués. À ce jour, l'OM compte 9 titres de champion de France, 10 si en 93 ils avaient été sacrés. La Ligue attribuera bien le titre au PSG, mais Canal+ le refusa. La chaîne cryptée craignant en effet la réaction de ses abonnés en province et menaça même de se retirer totalement du football si ce titre était attribué au club de la capitale. Une affaire de gros sous. Les intérêts de Canal+ passaient avant ceux du PSG. La Ligue et la Fédération s'inclinent et le titre de 93 reste non attribué. La chaîne cryptée refusa même que le PSG dispute la Ligue des Champions après l'exclusion de l'OM par l'UEFA. Marseille est donc remplacé par l'AS Monaco.
car ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Ouéa est devant le but. Camboiré aussi, les montées de tête. Sous Canal+, le Paris Saint-Germain brille en coupe, avec 2 Coupes de la Ligue en 1995 et 98, et 5 Coupes de France en 93, 95, 98, 2004 et 2006. Mais surtout, un nom inscrit dans le palmarès européen en 1996. La dernière Coupe d'Europe remportée par un club français, et l'entraîneur, légende du club, Luis Fernandez, remporte, contre le Rapide de Vienne, la Coupe des vainqueurs de coupe. Après avoir étoffé son palmarès, le PSG stagne puis régresse. L'instabilité institutionnelle se répercute sur les résultats sportifs. La fin de l'ère Canal+ approche. Et la chute n'est pas finie. Le départ de Michel Denisot en mai 1998 est un tournant. Capitaine Rail quitte également le club pour finir sa carrière chez lui au Brésil. L'ère victorieuse du Paris Saint-Germain laisse place à celle de l'incertitude. Charles Biétry arrive au pouvoir à l'aube de la saison 98-99. Il annonce le titre de champion de France et la Ligue des Champions comme objectif du club. Le PSG décide de frapper fort en utilisant un tiers de son budget, 300 millions de francs, pour faire signer JJ Okocha. Charles Biétry semble pris dans un combat d'ego perdu d'avance avec l'ancienne présidence réussie par Michel Denisot. Le début de mandat de Biétry est catastrophique. De trop nombreux conflits voient le jour, comme avec le feuilleton Marcos Simeone, puis le renvoi de Alain Giresse qui était un choix par défaut. Monsieur Biétry lui préférait des entraîneurs comme Joël Müller, entraîneur du FC Metz, Christian Gourcuff ou Arsène Wenger. Charles Biétry démissionne 9 mois après sa prise de fonction et laisse sa place à Laurent Perper, qui restera à la présidence du PSG jusqu'en 2003. Pour l'exercice 2000-2001, le PSG frappe fort, avec le retour de Nicolas Anelka contre la somme de 34,5 millions d'euros, un montant stratosphérique pour l'époque. L'ancien joueur d'Arsenal vient en compagnie de Peter Luxin, Bernard Mendy ou encore Sylvain Distin. Malgré son effectif de qualité, l'entraîneur Bergerot est débarqué pour cause de mauvais résultats. Le 3 décembre 2000, Luis Fernandez fait son retour sur le banc. Il parvient à sortir des premières phases de groupe de Ligue des Champions. Le PSG fait donc partie des 16 qualifiés terminant deuxième derrière le futur vainqueur de l'édition, le Bayern Munich. Ils ne le savent pas encore, mais Paris va subir une grande déception. Stadio Riazor de la Corogne. Les rouges et bleus se subliment et mènent 3-0. Paris a encore son destin en main pour espérer se qualifier en quart de finale lors du dernier match de groupe qui les opposera aux Turcs de Galatasaray. Une minute après le troisième but parisien, Walter Pandiani réduit la marque avant de claquer un triplé. Le Deportivo renverse le match et l'emporte 4-3. Paris est éliminé dans un stade complètement survolté. À l'intersaison 2001-2002, c'est le grand ménage. Exit Laurent Robert, Sylvain Distin et Anelka. Des nouvelles têtes font leur apparition. Gabriel Heinze et Ronaldinho, avec de grandes ambitions. L'exercice 2002-2003 voit Paris finir à la 11e place, les supporters devant se contenter de coups d'éclat, comme le show Ronaldinho au Vélodrome, le premier succès à Marseille depuis 15 ans. La saison suivante verra de meilleurs résultats pour Paris et ses fidèles. Le club termine deuxième du championnat et remporte une Coupe de France grâce aux recrues de la saison 2003-2004. Notamment grâce au redoutable buteur maison Pedro Miguel Paoletta. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. 2 ans de résultats décevants plus tard, à la fin de l'exercice 2006, Canal+ donne les clés du club contre 40 millions d'euros à Colonie Capital. La présidence est assurée par Alain Kézac. Les dirigeants ne sont pas aussi généreux que Canal+, et les recrutements s'en ressentent. Dans les tribunes et aux abords du parc, une violence croissante et des conflits se font réguliers. Est-ce une colère des supporters envers la direction ? Après tout, les actionnaires américains semblent être uniquement présents pour utiliser le PSG comme une grande vitrine. Évidemment, posséder le club de la capitale française est un beau moyen de se faire paraître dans le business. À cette question, la réponse est oui, mais pas seulement. Les supporters de la tribune Auteuil et Boulogne, à cette époque, ne s'apprécient pas et voient beaucoup d'affrontements entre eux, mais aussi envers d'autres clubs, et dépassent tragiquement le cadre du football. Le point de non-retour sera atteint avec la mort de Julien Quemener, un supporter parisien tué par un policier qui voulait défendre un supporter adverse en marge de la rencontre PSG Hapoel Tel Aviv le 23 novembre 2006. La saison durant ce drame voit Paris finir à une triste 15e place. Pour ne pas arranger les choses, lors de l'Europa League,
Paris se fait sortir en 8e de finale par le Benfica Lisbonne. L'exercice 2007-2008 est une saison plus contrastée pour les Parisiens. En effet, les joueurs de la capitale remportent la Coupe de la Ligue 2-1 contre Lens et sont finalistes de la Coupe de France cette année-là, défait par l'Olympique Lyonnais 1-0 après prolongation. Mais paradoxalement, en championnat, l'équipe est au plus mal. Au bord de la relégation, Paris joue son destin lors d'un déplacement à Sochaux. Tous, nous nous souvenons de cette soirée, de ce multiplex, de cette horrible musique pour les supporters parisiens et se maintiennent dans l'élite du football français. Lens, quant à eux, descendent en Ligue 2. Un nouveau président. Nous sommes à ce moment-là en 2009, une époque où Paris a été plus créé en tribune que pour ses performances sur la pelouse. Un nouveau personnage prend la présidence, celui qui restera dès lors jusqu'à l'arrivée des Qataris. Il met en place un plan pour éradiquer une violence qui dans le Parc des Princes était récurrente. Selon les dires du nouveau président, Paris était menacé d'expulsion dans le paysage du football français. À la suite d'un nouveau décès de supporter, Yann Laurence, dans des circonstances d'une extrême violence, le plan Le Prou fut mis en place. Les ultras sont chassés du parc et petit à petit, l'ordre revint. Le PSG version Qatar remporte majoritairement la plupart des titres nationaux. Mais là où le PSG est le plus attendu, c'est en Ligue des Champions. Sous QSI, le PSG c'est une finale de Ligue des Champions, mais surtout des éliminations frustrantes, parfois honteuses, des gestions d'hommes dans le vestiaire qui ne marchent plus depuis Carlo Ancelotti. Un club qui depuis sa création cherche à faire venir des stars, comme avec Pelé en 70, le meilleur joueur de l'époque. Un rêve réalisé en 2017 avec Neymar, puis en 2020 avec l'Argentin Léo Messi. Une équipe de stars à faire pâlir toute l'Europe. Et pourtant, tous les coachs s'y sont cassés les dents. Tuchel, Pochettino, Galtier. Une situation sans doute insupportable pour les dirigeants parisiens, qui après la Coupe du Monde au Qatar plutôt réussie, ont vu le voisin Arabie Saoudite, en l'espace de 6 mois, remporter la Ligue des Champions avec Manchester City depuis leur rachat en 2009, et le développement à vitesse éclair de l'Arabie Saoudite avec l'arrivée massive de joueurs européens. Dans le même temps, le PSG déménage son centre d'entraînement à Poissy. Paris chercherait à déménager au Stade de France suite au refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au Qatar, celle-ci se défendant de garder un patrimoine historique. Contrairement à ce que l'imaginaire collectif pense, le Parc des Princes n'est pas classé comme monument historique, confirmation qui m'a été apportée par la Direction régionale des affaires culturelles, le DRAC, qui a pour mission de connaître, protéger, conserver et valoriser le patrimoine au niveau national, qu'il appartienne à des fonds privés ou publics. Les dirigeants parisiens sont même prêts à débourser les 500 millions d'euros de modernisation et d'agrandissement pour le Parc des Princes. 85 millions d'euros ont déjà été investis pour les mêmes motivations. Ces travaux n'ont rien coûté à la mairie de Paris qui ne débourse pas le moindre euro. De plus, les propriétaires parisiens n'ont pas leur mot à dire dans ces travaux. Quand, comment, où effectuer ces derniers, sans en être le propriétaire. Pire, les dirigeants parisiens dans le cadre d'un bail à très long terme payent une taxe annuelle de 2 à 3 millions d'euros jusqu'en 2044. Pour moi, le Stade de France, c'est un beau stade, mais c'est pas un stade de football. Moi, si demain Paris va au Stade de France, je serai supporter de Paris toujours. Je vais pas aller me faire chier au Stade de France, où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a pas un bruit, où il fait un froid de gueux. Non, moi, Paris, c'est le parc. Le parc, c'est l'identité de Paris, et puis moi, quand je vais au Stade de France, je trouve qu'il est triste, il est froid, ce stade, et même plein, ça fait pas du bruit comme 50 000 personnes au parc. Ça a commencé à Paris, mais bon, grosso modo, la culture ultra va s'effacer petit à petit. On va faire des stades de consommateurs. Je pense que d'ici quelques années, on verra pas la différence entre un stade anglais, un stade allemand, un stade français et un stade italien. Carl Olive, alors encore en fonction en sa qualité de maire de Poissy, avait déclaré « La mairie de Paris a perdu la mémoire. Elle a oublié d'où elle vient et où elle va. Si le PSG veut encore grandir et gagner la Ligue des Champions, il se doit d'étendre la capacité du Parc des Princes. » La maire Sandrine Bernaud dos Santos, élue en 2022, dit garder un œil attentif sur le feuilleton PSG. Une entente entre les deux parties facilitée par David Douillet dans la faisabilité de ce dossier. À titre indicatif, voici le coût des stades modernes dont les clubs sont propriétaires. L'Emirates Stadium d'Arsenal, 550 à 650 millions d'euros. Le Bayern Munich et son Allianz Arena, 346 millions, remboursés avec 16 ans d'avance. Le Tottenham Hotspur Stadium, le plus cher de notre liste, qui lui a coûté 1 milliard de livres. Partira pas, c'est le feuilleton à suivre après l'affaire Mbappé. Sa mise à l'écart du groupe de Luis Enrique, puis sa réintégration à l'été 2023. Prolongera-t-il ? La ville de Paris et ses clubs ont une histoire qui méritait d'être racontée. Nul doute ne fait que si un club parisien était mieux établi après la Seconde Guerre mondiale, Paris aurait peut-être connu un destin différent dans son histoire avec le foot.